was made for loving you, my team. You were made for loving me. Out tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Oh, tonight, I wanna lay it at your feet. Bonjour tout le monde, c'est Matmou199. On se retrouve pour le 5e épisode de Parlons Euro, qui est un épisode un peu spécial puisqu'on se retrouve à l'aube des quarts de finale. Alors donc je suis pas tout seul encore une fois, je suis toujours comme d'habitude accompagné de Jack Seller 54. Salut tout le monde. Et avec un invité de marque, Pierre, notre ami belge qui va représenter fièrement la Belgique dans ce Parlons Euro. Salut tout le monde. Alors comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ce Parlons Euro il va se diviser en plusieurs parties. La première, donc l'équipe de France. On va d'ailleurs commencer tout de suite pour pas perdre de temps. L'équipe de France qui s'est qualifiée, on le rappelle, face à l'Irlande, qui a gagné 2-1 avec un doublé de Griezmann. Donc comme je l'ai fait pour la précédente vidéo, on va pas s'attarder sur le match de l'Irlande parce que finalement débriefer un match, vous en avez assez entendu parler. Je pense que c'est plus intéressant de directement se projeter pour le quart de finale face à l'Islande. Alors je vais te laisser commencer, Jax. Qu'est-ce que tu penses de ce quart de finale globalement sans trop en dire? Déjà que je m'y attendais pas, je pensais pas que ça allait être l'Islande, donc je suis très surpris. Mais bon, ça veut dire que quelque part ils ont la baraka, ils sont solides derrière, et puis n'empêche, mine de rien, ils n'ont pas perdu un match depuis la compétition. Donc c'est que les Islandais méritent quand même d'être là, parce qu'on peut avoir de la chance une fois, mais pas 4 fois dans une même compétition. Donc je m'attends à un match difficile quand même. Et Pierre, je te relance là-dessus. Est-ce que toi, en tant que Belge, voilà, c'est vrai que tu as un avis extérieur sur l'équipe de France, alors que Jack et moi, on a un avis un peu plus supporter. Toi, vu de l'extérieur, vu de Belgique, qu'est-ce que les gens disent sur le match finalement France-Islande? Figure-toi que pour nous c'est une position assez délicate parce que forcément on est passé aussi au tour suivant, mais par rapport à votre match vraiment particulièrement, je pense que vous avez toutes vos chances parce que en fait l'équipe de France joue à domicile, elle a beaucoup sur les épaules, beaucoup de pression et je pense qu'elle veut briller devant ses supporters et je pense qu'elles ont eu du mal à rentrer dans la compétition parce que tout le monde la regardait. Ils ont une très bonne équipe, malheureusement aléatoire, des fois elle joue un peu moins bien, mais j'avoue que la deuxième mi-temps du dernier match était magnifique, donc ils méritent vraiment leur place, ils peuvent nous surprendre, et donc je mérite vraiment, et je vous souhaite pour tous les Français qui vous regardent, que la France va se qualifier pour le tour suivant. Bel esprit belge de fair play. Et je retiens une chose que tu as dit très importante, c'est que les médias français, je trouve, sont généralement plus durs avec l'équipe de France que les médias étrangers. Pourquoi je dis ça? Parce que là, par exemple, Pierre, il a dit un truc très intéressant, c'est votre deuxième mi-temps était magnifique. En France, tous les médias ont retenu notre première mi-temps était pourrie. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Jack. Je trouve que c'est un truc très français de... Si, on a la critique, mais la critique négative facile, et à l'inverse, quand c'est bien, on a tendance à pas le dire parce que c'est pas dans notre mentalité de féliciter les gens. Donc, ouais, c'est là, je suis d'accord avec toi. C'est un truc très français. On n'aime pas les gagnants, que ce soit même au vélo. Poulidor, qui avait toujours fini deuxième, est adoré, alors que Bernard Hinault, qui avait fini premier à l'époque, ça date, était pas aimé. Voilà, c'est un truc très français. Je vais revenir moi aussi 2 minutes, comme tu l'as dit, Jax, toi sur l'Islande, et je vais suivre ton truc. C'est que moi, je pense que j'aurais préféré, avec du recul, tomber peut-être l'Angleterre que l'Islande. Alors évidemment, je vais pas me plaindre d'être tombé l'Islande. Si on m'avait dit au début de la compétition qu'en quart de finale, j'aurais l'Islande, j'aurais signé tout de suite. Mais il est vrai que quand je vois le match de l'Islande qui a était très bien organisé défensivement, qui n'a concédé presque aucune occasion contre l'Angleterre. Hormis le penalty de début de match, il n'y a aucune occasion pour les Anglais. Donc l'Angleterre était très mauvaise certes, mais voilà, l'Islande a réussi à faire déjouer le Portugal, je le rappelle. L'Islande avait donc fait match nul contre le Portugal. Encore une fois, en étant menée 1-0, c'est-à-dire que l'Islande sait réagir, même quand elle est menée 1-0, elle peut revenir. Elle a bien défendu, puis surtout, il y a un truc qui me marque chez les Islandais, c'est leur touche. C'est-à-dire que les Islandais, leurs touches sont des corners, quasiment quand on concède une touche, on concède un corner. C'est vrai, à chaque fois, le mec qui faisait des touches de la moitié du terrain, il l'envoyait à la limite de la surface de réparation. Le premier but vient d'une touche. Française, anglaise, pardon. Ouais, bah oui. J'allais l'appeler Pierre, toi, est-ce qu'en Belgique, on se sent un peu comme en France, c'est un peu cette surprise incroyable, personne n'attendait l'Islande là, et maintenant, presque, on la redoute un peu tous. Ce pays qui compte, je vais citer Gary Lineker, le journaliste anglais, qui a dit on s'est fait battre par un pays qui compte plus de volcans que de joueurs professionnels. Alors, je te demande, toi, Pierre, qu'est-ce qu'on ressent en Belgique sur cette équipe islandaise?
C'est vrai que la Légion est magnifique parce que c'est un tout petit pays et qui étonne énormément. Mais je pense que sur des grandes compétitions comme ça, il faut se méfier parce que justement, c'est des petits pays inexistants qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui ont envie de briller de nouveau et de se montrer. Donc, ils donnent tout ce qu'ils ont. Hein. C'est des joueurs qui jouent avec leur cœur. On va dire que peut-être l'attaquant de pointe, c'est le boulanger du coin qui vend sa baguette tous les jours. Donc, c'est pas forcément tous les joueurs. C'est vrai, la majorité sont quand même pas reconnus. C'est des bons joueurs, des grands joueurs. Mais voilà, ils ont envie de montrer qu'ils sont présents. Il faut se méfier parce que je pense que chaque match contre eux va être un match piège. Et la Belgique retourne beaucoup plus les petits matchs parce que nous, on va justement affronter le Pays de Galles au tour suivant. Et c'est des matchs hyper pièges parce qu'on n'arrive pas à les battre. Le dernier match qu'on a fait en amical contre eux, c'était 1-1. Ils nous ont battus l'avant-dernière fois. Donc voilà, même cas de figure, je pense que l'Islande, il faut vraiment s'en méfier. Ils se prennent chaque fois les petits pays. On a eu des surprises avec la Suisse dernièrement. On a vu, c'était justement l'Euro il y a 4 ans. Donc il faut se méfier. La Grèce qui est une championne aussi, c'est des pays qu'on n'attend pas. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention. En fait, tu nous avais dit que finalement le foot c'était peut-être pas totalement ce que tu adorais techniquement et tout, mais moi je trouve, je suis passé d'accord, Jax, tu fais des analyses mais très complètes et très très précises. Hein. Ah, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je sais pas ce que t'en penses, Jax, mais je trouve vraiment qu'il y a des revenir. C'est vrai. C'est vrai. Alors voilà, je vais passer maintenant à la seconde partie de la seconde sous-partie de cette partie qui est la composition de l'équipe de France. Alors j'ai directement donné, pour le match contre l'Islande bien sûr, j'ai directement donné mes deux possibilités qui sont pour moi. Alors déjà on va faire la liste des suspendus qui pourront pas jouer. Adil Rami, c'est une victoire. Adil Rami suspendu, je suis heureux. Et N'Golo Kanté, ça c'est quand même beaucoup plus préjudiciable, mais bon, on va faire avec. Alors pour moi il y a deux équipes actuellement, donc je vais d'abord donner mes équipes et demander à Jax et Pierre si eux feraient des changements. La première équipe qui pour moi devrait débuter, ça serait de garder le 4-3-3 qui avait débuté contre l'Irlande, qui a fait un mauvais début, je suis d'accord, mais qui avait débuté contre l'Irlande, c'est-à-dire la même défense avec, selon moi, Samuel Umtiti qui remplace Adil Rami. Pourquoi Umtiti? Parce que à l'entraînement, Mangala aurait été très mauvais et il aura actuellement les faveurs d'Umtiti. Et personnellement, j'ai vu Mangala jouer, il était très mauvais à City, donc bon, voilà, c'est un avis personnel. Umtiti donc ou Mangala. En les trois milieux, donc Yohan Cabaye qui remplacerait N'Golo Kanté poste pour poste. Cabaye n'est pas un joueur que j'apprécie spécialement, mais il a fait un très beau match quand il était contre la Suisse. Donc Cabaye en numéro 6, Pogba à droite et Matuidi à gauche, parce que Pogba il nous a fait un caprice pour jouer à gauche, mais il a été dégueulasse quand il a joué à gauche. Donc moi je remets Matuidi à gauche qui a été largement meilleur en étant à gauche, et Pogba à droite, et les mêmes attaquants, à savoir Payet, Giroud et Griezmann. Alors je vais d'abord vous laisser réagir sur cette composition d'équipe, ensuite proposer la seconde. Alors tout d'abord Pierre, toi, est-ce que cette composition d'équipe française, tu mettrais cette composition si tu étais Didier Deschamps? Si tu étais le Didier Deschamps belge? Ah ben je serais content parce que je suis sûr que j'aurais un gros compte en banque déjà. Dans les banques belges, Voilà, bien sûr. Voilà, revenons au football. Mais non, je pense que c'est une très bonne équipe. Maintenant, c'est à eux de se trouver et voilà, de faire en sorte que... Tu changerais pas cette équipe? Cette équipe te paraît cohérente? Oui, bah maintenant, moi je suis pas à la place parce qu'on critique beaucoup Wilmot sur donc l'entraîneur belge pour ses choix parce que voilà, nous on n'a pas de buteur, c'est clair, mais vous en avez trois magnifiques. Griezmann m'a vraiment, ça a été mon coup de cœur sur la deuxième mi-temps, il a sorti un super match. Et donc voilà, je pense que vous avez tous les atouts pour le faire. Après on peut toujours critiquer les choix du sélectionneur, mais c'est pas qu'il ne met pas à sa place, nous on regarde ça avec un regard extérieur. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Maintenant, un joueur n'est pas l'autre, un joueur n'est pas l'autre. Voilà. Ouais, bah, je te rejoins, c'est vrai qu'on critique. Match, voilà. Bah, je suis d'accord. Okay. Et Jax, toi, est-ce que que penses-tu de cette composition? Bah moi, c'est la plus cohérente possible dans la mesure où de toute façon, on peut pas caler un Moussa Sissoko titulaire parce que Moussa Sissoko il est bon, mais dans les matchs où il y a de l'espace, et là clairement on va avoir 11 mecs qui jouent derrière et qui vont jouer en contre, donc on n'aura absolument aucun espace, donc c'est pas du tout un match pour lui. Donc au milieu de terrain, j'aurais mis exactement la même compo que toi, puisque de toute façon on n'a pas d'autre choix possible, et puis
Ouais, j'avais dit Griezmann pas titulaire le match précédent, il m'a fait déchanter, donc je vais me taire, je vais laisser Dieu jouer parce que clairement en ce moment il joue comme un dieu, il Mais est trop fort. J'ai entendu un journaliste dire que Ah ouais, Griezmann donc, sera l'homme de la deuxième partie de tableau parce qu'il était fatigué en phase de groupe vu qu'il sortait d'une grosse saison avec l'Atlético. Et ce journaliste a actuellement raison parce que c'est vrai qu'il a fait une mauvaise phase de poule, mais que là il est vraiment, enfin, en tout cas il a fait un très beau huitième de finale. Alors comme on n'a plus beaucoup de temps pour cette partie, je vais juste donner ma deuxième composition qui peut être soit une composition de départ, soit évoluer en cours de match comme ça a été le cas contre l'Irlande. Du coup, ça serait un 4-2-2-2, une sorte de 4-4-2, donc qui a une composition beaucoup plus offensive. Je touche pas à la défense ou éventuellement Mangala à la place de Umtiti, mais ça voilà. Deux milieux, Pogba, Matuidi qui jouent en récupérateur. Deux milieux sur les côtés, Payet à gauche, Payet à gauche, Coman à droite, et deux attaquants, Giroud et Griezmann qui jouent plus en buteur qu'en ailier. Voilà, c'est vrai que c'est une composition qui est beaucoup plus offensive et qui pourrait peut-être être la solution contre une équipe très défensive contre l'Islande. Alors en deux mots, qu'est-ce que vous pensez de cette composition plus défensive qui a été la composition de la deuxième mi-temps contre l'Irlande? Jax d'abord. Oh bah oui, ça me semble aussi cohérent. Après, à voir, enfin c'est pas non plus le schéma de jeu qui a été inculqué à cette équipe de France depuis que Didier Deschamps il est là, donc ils auront peut-être pas forcément l'habitude. Ça nous a peut-être réussi une fois, mais ça veut pas dire que ça nous réussira une seconde fois. Alors moi je serais d'avis de rester sur les acquis, rester sur le système de base qui travaille depuis maintenant plusieurs années avec Deschamps, et si vraiment ça bloque, et passer en 4-4-2. Ok, et Pierre, qu'est-ce que tu en penses toi de la seconde option? non, moi je suis d'accord avec Jack. D'accord, très bien. C'est bien parce que tu as été concis, rapide, c'était bien. Alors, Voilà. on en a fini pour cette partie équipe de France. On fait une petite pause dans l'enregistrement et on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie. Nous revoilà pour cette seconde partie. On va cette fois-ci faire les thèmes globaux comme lors des deux derniers épisodes. J'ai choisi 3 thèmes, donc évidemment en rapport avec les huitièmes de finale. Et le premier, c'est le suivant, l'Espagne, la fin d'un cycle. Alors évidemment, j'ai tendance à dire que les analyses sont fixées par les résultats. Si l'Espagne avait gagné contre l'Italie, on dirait pas ça. Mais l'Espagne, il s'avère qu'elle a perdu, qu'elle a déjoué, qu'elle n'a pas eu beaucoup d'occasions, que si De Rea n'avait pas été là, elle aurait peut-être perdu 4-0. Alors c'est vrai que la question qui découle après ça, c'est l'Espagne a raté sa Coupe du Monde 2014 en se faisant éliminer au premier tour. L'Espagne rate son Euro en terminant deuxième de son groupe et en se faisant éliminer par l'Italie. Donc voilà, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe espagnole et est-ce que finalement elle n'est pas en fin de cycle? Oui, pardon. Jax d'abord, c'est vrai que je parle. Ouais, vous jouerez répartisse la parole. Jax d'abord, qu'en penses-tu? Yes, ça marche. Moi, comme je l'avais dit, de base, de toute façon, je suis pas fan des équipes de clubs d'Espagne, donc forcément, je suis pas fan de la sélection non plus. Même si ça produit du beau jeu, enfin, ça produisait en tout cas du beau jeu par le passé. Moi, je te dis les équipes qui jouent à base de possession, le football à base de possession de balle à outrance pour au final faire 100 passes avant d'arriver au but, moi ça m'énerve, donc c'est pas ma philosophie de jeu. Concrètement, je suis bien content que cette Espagne se soit fait. Je trouve qu'il y a un côté Barcelone des mauvaises années, c'est-à-dire le Barcelone de Tata Martino il y a 2-3 ans, qui en fait on avait l'impression qu'il voulait rentrer dans le but avec le ballon. Et l'Espagne c'est un peu ça. C'est que le Barça après ça a changé, c'est devenu avec notamment l'arrivée de Neymar et Suarez un jeu plus direct. Ils ont continué à avoir le ballon, mais ça allait beaucoup plus vite devant le but. Et mais il y a eu une époque, une année, l'année où ils se sont fait éliminer en quart de finale d'ailleurs, de Ligue des Champions, où voilà, t'as l'impression qu'ils avaient le ballon, mais ils étaient très prévisibles. Les équipes adverses savaient comment le Barça allait jouer et finalement leur technique était plus efficace. Là aussi, parce que ce sera évidemment des thèmes très courts, Pierre, toi qu'est-ce que tu as pensé de cette Espagne? Est-ce que pour toi va aller en fin de cycle, il va falloir changer quelque chose? Je pense tout à fait même, parce que s'ils veulent évoluer et refaire surface, parce que là c'est clairement ils sont en train de sombrer, c'est peut-être une grande équipe, mais je pense que c'est une équipe qui développe du football, on va dire de l'ancienne école, hein. Comme disait Jax, c'est beaucoup trop de passes, ils essaient de faire beaucoup de techniques, alors qu'il suffit des fois juste de pousser un peu devant, une bonne relance, voilà, de changer, d'aller direct au but, et ça peut, on le voit bien sur les petites équipes qui n'ont rien à perdre, ça paye. Donc je pense que l'Espagne doit revoir son mode de jeu et je pense qu'elle fera mieux. Et je vais poursuivre ce que tu as dit en prenant un exemple européen. En Ligue des Champions, cette année, les finales a opposé l'Atlético Madrid au Real et aucune de ces deux équipes ne prône un football, comment dirais-je, de possession. Le Bayern et le Barça étaient deux équipes qui jouaient beaucoup la possession. L'Atlético et le Real, deux équipes qui jouaient beaucoup plus en contre. Et bien il s'avère que c'est ces deux équipes-là qui se retrouvent en finale. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors on a fini sur l'Espagne. On va faire une très bonne transition
Mon deuxième thème est le suivant, l'Italie est-elle favorite par conséquent de cette victoire contre l'Espagne? L'Italie, qu'il faut le dire, au début de l'Euro, tout le monde enterrait, nous les premiers, Jax et moi les avions éliminés du groupe à la base. Voilà, c'est une équipe qu'on avait enterrée, que tous les journaux enterraient parce qu'il n'y avait pas de gros joueurs. Et finalement, sous l'influence d'Antonio Conte, qui est un énorme coach, qui donne beaucoup à ses joueurs, qui a une énorme... il a de l'envergure sur le banc de touche. Finalement, est-ce que l'Italie n'a pas pris une place de favorite dans cet Euro? Donc je vais commencer par toi, Pierre, cette fois-ci. Vu de Belgique, même si je pense qu'on pense pareil qu'en France, est-ce que l'Italie est vraiment devenue un cadre de cet Euro? Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'Italie parce que, bizarrement, les Italiens, quand ils rentrent dans la compétition, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. On se demande tous s'ils sont présents parce que ça reste une très grosse équipe. Ils ont eu une très grosse défense et on l'a bien compris quand on a joué contre eux parce que c'est évidemment le seul match qu'on a perdu. Et l'Italie peut toujours surprendre parce que justement, elle ne se dévoile pas. Et elle attend justement les grands tours. À mon avis, elle va étonner en quart. Et je pense qu'elle fait clairement partie des favoris parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie a gagné, elle a gagné son titre de champion du monde, on ne l'attendait pas du tout. Ouais, alors tu vas éviter de rappeler ça. Hein. Parce que bon. Oui, mais voilà, je sais que ça peut être douloureux, mais voilà, vous en avez les préhentis. Et je pense que voilà, l'Italie est une équipe dangereuse. D'accord, et je vais, petite transition comme ça, bon on en parlera tout à l'heure pour les pronostics, du coup je vais rien dire, mais je rappelle juste que le prochain quart de finale oppose l'Italie à l'Allemagne. Alors juste comme ça, hein, pour faire un petit parallèle, côté français en 8e on a une Irlande, en quart on a l'Islande, côté italien ils ont eu l'Espagne en 8e et l'Allemagne en quart. À part ça les tableaux sont bien équilibrés. Bon, on parlera de notre avis sur ce match-là plus tard. On va passer au troisième sous-partie, le troisième thème que je vais aborder. Il est fait exprès pour Pierre. Voilà, c'est un thème qui me tenait à cœur pour lui. C'est la Belgique. Le thème c'est le suivant. Jusqu'où ira la Belgique? Parce que la Belgique a eu la chance en terminant deuxième paradoxalement. Voilà, là aussi c'est un problème dans ce tableau. L'Italie termine premier à Stap, l'Espagne en 8e, l'Allemagne en quart. La Belgique qui termine deuxième a presque, j'ai envie de dire, une voie royale pour la finale. C'est-à-dire qu'en 8e, la Belgique a éliminé la Hongrie 4-0, donc a fait un très beau match. Mais il faut dire que la Hongrie a joué son jeu, a attaqué, contrairement par exemple aux Portugais contre les Croates. Et voilà, donc la Hongrie a pris une valise, mais la Belgique a fait un vrai beau match. En quart, elle affronte le Pays de Galles et en demi, elle devrait potentiellement affronter le Portugal ou la Pologne. Du coup, la Belgique, on a l'impression qu'elle peut vraiment aller loin. Donc, je demanderai à Pierre en dernier. D'abord, Jax, pour toi, est-ce que les Belges vont aller jusqu'en finale? Les Belges iront très loin dans cette compétition s'ils arrêtent de mettre Lukaku en attaque. Oh, je te rejoins complètement. Alors voilà, juste par Pierre, qu'est-ce que tu penses de Lukaku et qu'est-ce que les Belges pensent de Lukaku? Parce que nous en France, Lukaku, moi, on me l'a vendu comme un super joueur et puis le début de la compétition, il fait de la merde, faut le dire. En Belge, les Belges, vous, est-ce que vous êtes vraiment déçus de Romelu Lukaku? Ah ben complètement, nous en tant que supporters, chaque fois qu'on le va jouer, de toute façon, je vais être cru direct avec lui, mais on l'appelle la chèvre. C'est un joueur inutile. Il ne sert à rien. On ne comprend pas pourquoi Wilmot continue à l'aligner, le mettre titulaire à chaque match. Chaque fois qu'il sort, on met quelqu'un d'autre, on a un but quasi. Ouais, c'est vrai, Batshuayi est rentré, il a marqué. Et je pense que même Batshuayi est meilleur que Lukaku. Bien sûr, et il ne demande qu'à briller et à faire ses preuves, mais on lui laisse pas sa chance. Voilà, et comme vous le voyez, Batshuayi est très apprécié, Lukaku est très apprécié en Belgique. Donc, Benteke, c'est pas mieux, hein. Je tiens à préciser que Benteke, il en prend aussi pour son grade. Hein. Ouais, c'est vrai, vous n'avez pas de. Ça, c'est les buteurs anglais, ça. Alors, ils sont à l'image de leur équipe nationale. Donc, je vais continuer sur la Belgique pour prendre un autre thème. La Belgique, un de leurs points forts, c'est quand même l'animation offensive. Je pense à Eden Hazard qui a fait un très très beau match contre la Hongrie. Qui d'autre? Yannick Ferreira Carrasco qui est, même s'il est souvent remplaçant, je comprends pas d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez en Belgique, mais Jax, toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, Ferreira Carrasco devrait être titulaire en Belgique. Qu'est-ce que tu en penses d'abord, Jax? On terminera par Pierre. C'est le joker de luxe, hein. On le voit déjà à l'Atlético en finale de la Ligue des Champions. Pareil, il était rentré en cours de jeu et il en plante un, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et moi, je vois Mertens, par exemple. Mertens, c'est mauvais. Moi, quand je vois Mertens jouer avec la Belgique, d'un point de vue extérieur, je le trouve mauvais. Alors, qu'est-ce que Pierre, pareil, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que les Belges pensent en général de Mertens et de Carrasco? Est-ce que Carrasco ne postule pas une place de titulaire dans le cœur des Belges? Je suis d'accord avec toi quand tu dis que Mertens est mauvais. Je pense qu'il n'est pas dans une bonne passe. Il a vraiment eu du mal cette saison et voilà, à mon avis, il se pose des questions. Donc,
Mais d'un côté, je pense que Wilmot utilise Carrasco justement comme l'a dit Jax, comme un joker, et il le conserve pour une rentrée, et il fait ses preuves justement. On a besoin de ça, de souffle nouveau quand l'équipe bat un peu d'aile, parce que vous avez pu tous constater que l'équipe belge a un énorme potentiel. Je dis pas ça parce que je suis belge, même si je les adore. Mais voilà, il faut être conscient que c'est une équipe complètement aléatoire. Donc un jour elle fait un match extraordinaire contre la Hongrie 4-0 et elle se fait piéger par des petits matchs, mais comme quand elle a perdu en Coupe du Monde contre l'Argentine. C'était un match à notre portée, on avait fait nos preuves et on s'est fait complètement piéger par une défense qui a fait bloc. On se faire battre par une équipe qui perd toujours en finale, c'est quand même. Donc, Oui, mais voilà, c'est exactement l'image de la Belgique. On a une équipe avec une des plus jeunes, avec un énorme potentiel physique, beaucoup de technique. Tu l'as bien souligné avec De Bruyne, par exemple, au milieu. On a Eden, non, ça, je m'en bats les couilles. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Tu vois. Magnifique. Donc voilà, il y a de quoi faire, mais où est-ce qu'on va aller Et bah, tu vois, je te rejoins et je vais juste terminer. Alors, ça, c'est une autre question. Voilà, on va terminer la page Belgique là-dessus. J'ai un joueur qui, pour moi, est une énigme, Marouane Fellaini. Alors, je sais pas. Jax, t'es pour Manchester, donc tu l'as vu jouer. Pierre, t'es belge. Moi, voilà. Moi, je suis peu Fellaini. Je l'ai vu quelques matchs contre Manchester. Je me suis toujours fait la même chose. À part ses cheveux, je vois pas ce qu'il y a de conséquent. Et quand je le vois jouer en Belgique depuis le début de la compétition, je me dis, mais le mec est censé être bon de la tête. Il fout aucune tête dans les buts. Techniquement, il a un niveau technique je sais même, je trouve même pas, je sais pas, même Clément Chantaube, il est meilleur techniquement. Fellaini, clairement, je comprends pas cette hype qui est autour de lui. Sur les réseaux sociaux, il en prend plein son grade, et je comprends pas lui et Lukaku qui puissent être titulaires au début d'un match à l'Euro avec la Belgique. Alors Pierre, d'abord, qu'est-ce qu'ils en pensent en Belgique? Ouais, moi je pense que si on l'aime bien, c'est à cause de sa touffe de cheveux. Peut-être. Non, mais après les Belges, faut dire, un Nainggolan, c'est pas mieux au niveau coupe de cheveux, mais. Oui, ça va. Mais en plus, surtout Fellaini, vous avez remarqué qu'il s'est peint les cheveux en blond. Alors là, on va dire qu'il a mis un niveau encore plus haut là. Ouais. Alors, pour parler vraiment foot, je pense que non, il peut faire des étincelles parce qu'il a mis de très beaux goals justement de la tête quand il va, mais on lui demande pas de faire ça. Mais c'est vrai que des fois, on se demande un petit peu. Il est présent quand il veut bien, je pense. D'accord. Ouais. Collègue, je pense. Ok, on voit qu'il y a une petite hype encore. Et toi, Jax, qu'est-ce que tu penses de Fellaini? Tu l'as vu jouer un peu plus à Manchester, peut-être. Est-ce que je suis le seul ici à trouver qu'il est mauvais ou tu partages mon avis, Jax? Alors, je partage ton avis à l'heure actuelle parce qu'il a fait une saison tout simplement catastrophique à Manchester, mais j'ai envie de te dire que c'était un peu à l'image de l'équipe en général. Hein. Donc ça ne m'étonne pas que voilà, quand tu fais une saison de merde en club, généralement t'arrives en sélection, t'es pas dans les meilleures conditions, t'as aucune confiance en toi, donc forcément ça se ressent aussi. Donc à l'heure actuelle il est pas bon, mais je reste un défenseur de Marouane parce que je suis fan de ces années passées à Everton. C'est le genre de mec qui en gros, tu lui balances un ballon devant, tu sais qu'il va te l'avoir de la tête, il a une super protection de balle, il permet au bloc équipe de remonter, mais encore faut-il que ce joueur soit en confiance. Et à l'heure actuelle, il ne l'est pas, donc il ne doit pas prétendre à une place de titulaire. Écoute, c'est une. Quand il est en pleine confiance, mais là, il doit pas jouer parce qu'il plombe l'équipe, quoi. Écoute, c'est sur cette belle analyse qu'on va terminer cette rubrique belge. Encore une fois, une pensée à tous nos amis belges. Je fais une petite coupure dans l'enregistrement et on passe aux joueurs et à l'équipe coup de cœur. Et nous sommes repartis cette fois-ci sur l'équipe coup de cœur. Alors, cette équipe, elle a surpris. Cette équipe, elle a marqué, dans tous les sens du terme. Elle a marqué l'histoire de son pays. Elle a marqué l'histoire du football. Elle a marqué l'Angleterre. Cette équipe, vous l'aurez compris, est une équipe volcanique. Est une équipe qui a du sang-froid. Ça fait maintenant 6 jeux de mots dans cette introduction. Cette équipe, c'est l'Islande. Alors, j'ai eu l'impression de présenter Koh Lanta là, c'est exceptionnel. Alors, donc l'Islande, qui je le rappelle, était annoncée comme la petite équipe du tournoi, la plus petite équipe, il y a 300 000 habitants, 320 000 habitants, qui je le rappelle est la population de Leicester. Coïncidence? Je ne crois pas. Leicester, qui je le rappelle, était la surprise du championnat anglais. Et cette équipe d'Islande, moi si j'en parle dans cette équipe coup de cœur, c'est pour deux choses. C'est pour ce qu'elle dégage, déjà en partie parce qu'elle a éliminé l'Angleterre et que j'aime pas les roast beef, mais surtout pour ce qu'elle dégage, c'est-à-dire la victoire du football contre le football business. Moi j'ai vu, alors faut rappeler, l'Islande a deux sélectionneurs.
Bon, déjà c'est bizarre. Donc 320 000 habitants, pas foutu d'avoir un seul sélectionneur. Ils ont 2 sélectionneurs, dont un qui est dentiste. Ils ont un dentiste sélectionneur. Voilà, donc, et c'est quelque chose d'exceptionnel. La plupart des joueurs sont pas pros. Enfin, si, je pense qu'ils sont à peu près tous pros, mais il n'y en a aucun qui joue dans un gros championnat à part Sigurdsson. Voilà, c'est vraiment c'est une équipe qui finalement dégage ce qu'il y a de plus pur dans le football. C'est l'envie. On a l'impression d'avoir une équipe qui le dimanche matin joue pour le plaisir. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire oui, tu fais le regard habituel, t'es supporter du PSG, donc c'est l'argent. Oui, évidemment qu'en club, c'est beaucoup plus rare d'avoir une équipe qui se base sur des valeurs. Mais là, c'est la magie de 7 € à 24 finalement, c'est de voir cette équipe d'Islande qui a tiré en échec le Portugal, élimine l'Angleterre. Mais si vous vous rendez compte, j'ai vu les sites de paris sportifs mettaient l'Islande à 10 dans les cotes. Et l'Islande là et même son public, il y avait 10% du pays dans les tribunes, 99,9% d'audience. Encore une fois, même une allocution présidentielle en Corée du Nord a fait pas autant d'audience. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur et je vais vous laisser argumenter ce coup de cœur. Donc d'abord, Jax, toi, même si on en a un peu parlé tout à l'heure, cette équipe d'Islande qui pour moi est vraiment fantastique. Ah bah, c'est des joueurs qui mouillent le maillot, ils ont peut-être pas la technique à Cristiano Ronaldo ou Antoine Griezmann, mais voilà, ça joue avec le cœur, ça joue avec les tripes, ça joue pour le maillot, ça joue pour l'écusson, donc forcément bah ça se ressent. Voilà, quand t'as 11 mecs qui ont un couteau entre les dents, bah ça laisse à l'adversaire aucun match facile. Mais t'as beau t'appeler, là on va dire t'as beau t'appeler Raheem Sterling ou Wayne Rooney, bah ça suffit pas. Donc une grosse équipe, voilà. Alors, qui plus est, elle a marqué, il faut quand même le préciser. On dit c'est l'Islande, même moi je l'ai dit tout à l'heure, ils jouent à 11 derrière. En attendant, c'est les seuls à avoir marqué à tous les matchs. Enfin, c'est pas la seule équipe, mais ils ont marqué à tous les matchs. Ils ont fait 4 matchs pour le moment dans 7 €, ils ont marqué à tous les matchs. La France n'a pas marqué à tous ses matchs, par exemple. Voilà. Donc, Pierre, toi, qu'est-ce que tu ressens sur cette équipe qui, encore une fois, pour moi, vraiment me fascine? Bah, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Je pense que, comme l'a dit Jack, c'est une équipe qui est soutenue par tout un pays. Ils sont tous derrière eux. C'est un exploit qu'ils sont en train de faire. Donc ils sont soulevés par un peuple, ils ont envie de briller. Et ils sont en devant de la scène européenne et c'est un petit pays qu'on connaît à peine, tout perdu, si, notamment grâce à un volcan, enfin malheureusement grâce à leur volcan, mais sinon ils sont des méconnus. Oui, mais t'as raison. Et c'est pas des grands joueurs, mais ils jouent avec leur cœur à 11. C'est vrai, ils font bloc, ils font très bonne défense, ils jouent beaucoup sur la relance, mais les équipes tombent en fait. Maintenant, à voir s'ils vont tenir le choc et pouvoir avancer. Entre autres, j'espère qu'on... Eh ben, t'as raison, et pour conclure sur cette équipe coup de cœur, je dirais que si elle se fait battre par évidemment je vais soutenir la France, mais si elle se fait battre par la France, je serais déçu, mais dans un sens, j'accepterais l'élimination. Enfin, évidemment, la France se fera critiquer très justement, mais je serais moins déçu que si on se faisait éliminer par les Anglais par exemple, parce que moi cette équipe d'Islande, c'est vraiment une équipe qui me fait plaisir. Alors on va passer maintenant au joueur coup de cœur. C'est un joueur qui a marqué l'histoire du football. C'est un gardien précisément, qui aujourd'hui à 38 ans dispute son 5e Euro si je ne m'abuse, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Ça fait donc 5 €. 5 € qu'il écœure les attaquants. 5 € tel un billet qu'il sent. J'ai voulu faire un jeu de mots sur 5 € billet. Vous l'aurez compris, je parle de John Luigi Buffon. Voilà, merci, c'est bien, ils ont pris un petit peu de... mais c'est bien. Donc évidemment, le gardien italien qui a montré à Sirigu comment on joue au foot. Voilà, moi si je parle de lui, c'est parce qu'aujourd'hui il a 38 ans, c'est le joueur le plus vieux du tournoi actuellement, puisque le gardien hongrois s'est fait éliminer. Et il lui aussi inculque des valeurs qu'il n'y a plus dans le football. Je rappelle simplement pour les plus jeunes, pour moi y compris d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas vécu, mais enfin je l'ai vécu mais j'étais jeune. Quand la Juve, donc le club historique de Gigi Buffon, est descendu en D2 italienne, 9 joueurs, enfin 90% des joueurs sont partis dans tous les grands clubs européens. Pourquoi la Juve est descendue? À cause de matchs truqués, etc. Et 2 joueurs sont restés. Il y en a un, j'ai oublié. L'autre, c'est Buffon qui est resté, qui a dit voilà, moi la Juve c'est mon club, je ferai toute ma carrière là-bas, je vais rester là-bas pour remonter en Serie A. Et aujourd'hui, je pense que si ça arrive à un club, que ce soit Paris, Manchester United, Chelsea, le Barça, le Real, si ces clubs descendent en D2 dans leur championnat, tous les joueurs se tirent. Et bah Buffon, il montre aux gens et aux jeunes ce qu'est le football et les valeurs du football. Alors j'ai commencé par Pierre cette fois-ci. Que t'inspire Buffon, toi, en tant que personne? Ah ben un énorme gardien, big up à lui parce que
il a fait sa preuve jusqu'au bout. Comme tu l'as dit, 38 ans, je pense qu'il est temps pour lui d'arrêter parce qu'il y a de grosses relèves derrière lui. Mais pour moi, il a été longtemps le meilleur, voire le un des plus grands gardiens. Avec énormément de sélections avec l'équipe italienne, tu l'as bien souligné, que ce soit mondial ou européen. Donc voilà, très joli coup de cœur, très bien. D'accord. Et Jax, pour conclure sur notre ami Buffon, big up à toi si tu nous regardes, Gigi, hein, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. J'en doute, hein. Qu'est-ce que tu penses de Buffon? Un très grand gardien, un exemple de mec, toujours fair play. Oui, même si la plupart des gens vont dire oui, fair play ça rime pas avec italien. Et ben écoutez, Gigi il prouve que c'est pas le cas. C'est un bien beau gardien, un brave type. Voilà, il a toutes les qualités. Franchement, je comprends pas ce cliché sur les Italiens. Gosse, donc je le kiffe. Materazzi était très fair play. Ouais, voilà, ouais. Évidemment, c'est une blague. Pour ceux qui ne savent pas, Materazzi, c'est le joueur qui a insulté la sœur de Zidane et qui a pris un coup de boule. Voilà, alors donc, on en a fini sur le joueur et l'équipe coup de cœur. On va directement enchaîner. Non, je vais faire une petite coupure pour être sûr de pas manquer de temps. Donc on se retrouve pour les pronostics. On va faire le bilan des points avec Jax, donner nos pronostics et on gardera Pierre qui sera un peu notre petit expert qui va dire sur quelle personne, sur quel pronostic. Évidemment, on ne comptera pas ses pronostics, mais il nous donnera son avis d'expert quand même. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc voilà pour cette dernière partie sur les pronostics. Alors on va commencer par faire un petit bilan de nos pronostics. Je rappelle à l'heure actuelle, j'ai 11 points. Jax en a 9. Non, c'est pas ça. J'ai 13 points, Jax en a 11. Voilà, c'est ça le score exact. Et on va partir sur les pronostics qu'on a fait dans l'épisode précédent. Alors le premier match sur lequel on a misé, c'est-à-dire France-Irlande. Alors on a tous les deux misé sur une victoire de la France. Nous remporterons tous les deux un point. Mais, et c'est la première fois que ça arrive en 5 émissions, Jax a trouvé le score exact. Bravo à lui. Jax avait misé 2-1 pour les Français, j'avais misé 2-0. Jax, je pense qu'on peut t'applaudir et surtout te donner 2 points supplémentaires, ce qui te fait donc un total de 3 points en plus. Tu égalises, nous avons tous les deux 14 points. Eh ben merci. Ah bah non, c'est bravo, Jack. Bravo. Voilà, franchement, magnifique trouvaille de Jax parce que pas beaucoup de monde avait misé sur un dehors. Alors, le deuxième match sur lequel on avait tous les deux parié et le match Pologne-Suisse. Alors évidemment, Jax en tant que grand fervent, j'hésite sur la grammaire de Momo en fait, en tant que grand supporter, c'est plus simple. Polonais avait misé sur la Pologne et je l'avais suivi parce que la Pologne pour moi était meilleure que la Suisse, même si la Pologne a galéré. Parce que la Pologne a fait une première mi-temps dantesque, la Pologne aurait dû jouer en supériorité numérique, mais la Pologne n'a pas joué en supériorité numérique et a donc fait une deuxième mi-temps plus compliquée, a concédé un but phénoménal de Shaqiri. Vraiment phénoménal parce que le but de Shaqiri est magnifique et en prolongation sombré. La Pologne méritait de perdre de prolongation, a réussi à tenir et l'a emporté au tir au but. Félicitations aux Polonais. On se retrouve en quart contre le Portugal et j'espère que les Polonais vont battre ces putains de Portugais, on en parlera après, qui m'ont vraiment fait chier contre la Croatie, qui m'ont infligé une purge où j'ai passé 120 minutes à vouloir m'endormir devant la télé. Le truc c'était un somnifère, donc je me suis dit au moins il y aura des tirs au but et même pas parce qu'ils marquent une minute avant la fin. Alors amis portugais, allez vous faire enculer. J'ai rien contre la communauté portugaise, mais ah mais ce match là, mais mais Jax il a arrêté au bout de 90 minutes je crois il me semble. Ouais, j'ai arrêté avant les prolongues, ouais. Alors donc le match d'après sur lequel on a parié, donc évidemment 15 partout en termes de points, Croatie-Portugal. Alors on avait misé tous les deux sur la Croatie, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on a misé tous les deux sur la Croatie, donc la Croatie va perdre. C'est ce qui est arrivé malheureusement pour les Croates et malheureusement pour le football. Car cette défaite de la Croatie, je pousse mon coup de gueule, c'est une défaite du football. La Croatie a joué, alors la Croatie a moins bien joué que d'habitude, faut le dire, parce que c'était un match, il y a eu 0 tir cadré pendant tout le match. Ça c'est une défaite du football par contre, encore une fois. Il n'y a aucun tir cadré dans un match. Moi je pense aux spectateurs qui ont payé 600 € leur billet, qui se retrouvent avec un match avec aucun tir cadré. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est une honte. La Croatie a déjoué, a mal joué par rapport à ce que ça allait faire avant. Le Portugal a mis 11 joueurs derrière, même Ronaldo a défendu pour vous dire. Voilà, c'était un match très triste, j'ai pas envie de m'attarder dessus. Ça nous fait 0 points pour tous les deux et 0 pointé pour le football. Alors, Espagne-Italie, le dernier match sur lequel on a parié. Pour la première fois de l'histoire de cette émission, Jax Taylor passe devant moi.
Bravo à toi Jax, car talent. Pierre, je sais Le pas si talent. tu étais au courant, ouais, mais Jax avait misé une victoire de l'Italie en disant comme argument, je cite, je veux pas qu'on ait les mêmes pronostics, donc j'ai envie de te contredire en misant l'Italie. Et bah comme quoi me contredire paye, puisque Jax, voilà, j'avais misé l'Espagne, il avait misé l'Italie, me passe devant. Donc actuellement 16 points à 15 pour Jax Seller 54 à la fin de cette émission. Pépé. Et Paris gagnant. Voilà, exactement. Alors maintenant, sauf que les choses vont se corser. Puisque nous sommes actuellement en quart de finale et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, nous allons maintenant parier le score exact sur les 4 matchs. C'est-à-dire que comme pour les matchs de la France, 1 point si on a le bon score, le bon qualifié, et 3 points si on a le bon qualifié plus le bon score. Alors, on va donc tout de suite commencer là-dessus. Donc je vais d'abord donner mon pronostic, Jax donner le sien, et ensuite en termes, voilà, en avis extérieur, Pierre nous donnera le sien. Alors le premier match sur lequel on va parier qui est France-Islande. Alors moi je vais donner mon pronostic, je donne une victoire de la France et je vais donner une victoire 1-0. Voilà, moi c'est ce que je pense pour la France. Jax, donc à ton tour, Jax, qu'est-ce que tu penses toi, Moi, de ce match? je suis, sauf que je vais dire 2-0 pour la France. D'accord, alors je le note, Jax voit une victoire de la France. Et toi Pierre, alors à titre indicatif, qu'est-ce que tu penses de ce match? Allez, je vais être le porte-malheur, on va dire, mais je vais dire 1-0 pour l'Islande. Oh, Alors merci à Pierre d'avoir participé à cette émission, tu vas donc actuellement quitter la... Et bah écoute... Donc, je souhaite vraiment que la France gagne, mais allez, faut faire comme Jack l'a fait la dernière fois. Je pense que l'Islande a peut-être moyen de nous aider. Mais malheureusement pour les Français, on a parié tous les deux sur la France. Jax, je pense qu'il a raison, notre pays va se faire éliminer. Alors non, donc honnêtement, si on se fait éliminer, ce serait quand même une belle désillusion. Pologne-Portugal. Alors je mise moi sur une victoire. Alors c'est pas pour faire plaisir à Jax, hein, c'est vraiment juste pour niquer Ronaldo et toute sa bande. Je mise sur une victoire de la Pologne. Après, alors au tir au but. Je vois la Pologne regagner au tir au but. Voilà. Donc évidemment, là, je donne pas le score exact des tirs au but. Et si la Pologne gagne au tir au but, j'ai les 3 points. Jax, toi, que penses-tu? bah ça m'arrange pas parce que je pensais que tu allais dire le Portugal. Après, là, comme il y a les scores qui diffèrent, il y a moyen vraiment de différencier les pronos par rapport à d'habitude. Alors, tu sais ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais faire un truc qui m'arrange, c'est-à-dire que je souhaite de tout mon cœur une victoire de la Pologne, mais je vais pronostiquer une victoire du Portugal, et comme ça, si je perds le pari, c'est-à-dire que toi tu gagnes, bah, j'en ai rien à faire parce que je serai bien content. Mais quel Et score? Parce si que tu peux la gagner Pologne 3 points avec le perd, score. Je serai content, un minimum content, parce que je prendrai quand même des points. Donc je vais dire victoire du Portugal, en prolongation 1-0. Ok, bon, je note pas les prolongations, donc Portugal 1-0. Très bien. Ouais, victoire du Portugal 1-0. Ok, et bah j'espère vraiment de tout mon cœur que le Portugal ne va pas gagner 1-0 parce que là j'aurai un seum. Alors, Pays de Galles. Alors par contre, excuse-moi Pierre, je t'ai zappé, qu'est-ce que toi tu penses de ce match? Moi, je pense que la Pologne va gagner et je dirais, je sais pas, c'est 2-0 ou 2-1. par exemple. Ok, et bah écoute, bah tant mieux, moi je te rejoins. Pays de Galles, Belgique, je vais laisser Pierre pronostiquer en premier. Ah, évidemment, si je laisse parler mon cœur, on va gagner, à mon avis, 2-0 parce qu'on a une revanche à prendre contre eux. Et bah je te souhaite de tout cœur que la Belgique batte le Pays de Galles. Alors moi j'ai pronostiqué, excuse-moi, hein, victoire du Pays de Galles. Ouais, tu me renvoies la balle pour la France, ça va, j'ai compris. Exactement. Victoire du Pays de Galles 2-1 avec un doublé de Gareth Bale. Bon, on s'en fiche, mais voilà. Victoire du Pays de Galles 2-1. Jax, que penses-tu? Je m'en bats les couilles. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. C'est la deuxième fois que je vais mettre Kevin De Bruyne de montage. Non, je vais dire une victoire de Kevin De Bruyne. Victoire de Kevin De Bruyne sur quel score? C'est une bonne question, je saurais pas dire le score. C'est grave si je sais pas dire, je vais dire 2-1. 2-1, ok, bah non, je t'explique pas. Tu peux, hein, moi je m'en fiche, disant pas, ça m'évite de. Alors, et enfin on va terminer Allemagne-Italie. Je suis bien dans la. Ah, pardon, oui, je te l'ai dit, je t'ai fait parier déjà. Pierre, bah on va te laisser commencer, ça va m'aider parce que moi là je suis paniqué. Pierre, qu'est-ce que tu penses de Allemagne-Italie? Je sais pas, c'est vraiment un match piège, hein, parce que pour moi ils sont quand même favoris les Allemands.
mais l'Italie est en train de bien rentrer encore dans la compétition. Donc, allez, ils vont peut-être nous faire la surprise. Je vote à contre-cœur, mais je pense que c'est ce qui va peut-être arriver. Donc, je vais dire 1-0 pour l'Italie. Mouille pas trop. Hein, Ok. Et ben moi je vais dire une victoire des Allemands, 2-1. Parce que j'ai vu tous les matchs de l'Allemagne et je pense quand même que l'Allemagne me paraît supérieure aux Italiens. Mais je dis ça sans aucune certitude. Jax, que mises-tu toi? J'allais exactement dire la même chose, victoire de l'Allemagne, mais par contre, pour le score, je vais te dire un 2-0. Ok, et bah écoute, je pense qu'on a tous nos pronostics, on est bon. Et par rapport à d'habitude, c'est très diversifié, donc il est très probable qu'à la suite de cet épisode, enfin lors du prochain épisode avant la demi-finale, Jax ou moi ayant pris une avance conséquente, à moins que jusqu'à la fin cela soit serré. Et bah je vais remercier Pierre d'avoir participé, et à la prochaine peut-être, parce que bah écoute, on va faire comme ça, si la Belgique se qualifie en demi-finale, tu seras de la partie pour le prochain épisode, et si la Belgique se fait éliminer, tu seras quand même de la partie pour le prochain épisode. Ah, moi je suis gagné à tous les coups, c'est cool. Voilà, c'est ça, parce que je trouve que tu t'amènes voilà, une petite patte extérieure et ça je trouve ça cool. Alors bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que notre ami belge les analyses de notre ami belge vous auront plu, que les pronostics de Jax et moi vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Objectif on va dire 60 vues sur cette vidéo, parce que je sais que ces vidéos marchent moins bien parce que c'est des truc assez long, mais là c'est des quarts de finale, c'est la France, c'est l'Islande, c'est tout ce que vous voulez. Donc objectif 60 vues. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut et on rendez-vous pour les demi-finales. Ciao tout le monde.